C'est une grande joie d'être dans cette belle ville, ce beau pays, et j'espère sincèrement que, parce que nous sommes déjà un tout petit peu en retard, que nous puissions même comme ça supporter et avoir un peu de patience pour écouter ce sujet qui est tellement important. Mon, mon domaine d'actuation, c'est la psychiatrie professionnellement. Et bien sûr, l'un des sujets les plus fascinants de notre actualité parle des maladies mentales et de la santé mentale. Notre défi en ce moment, c'est apporter la question de la spiritualité, vivre, voir si elle a un espace, si elle peut s'insérer, contribuer dans ce sujet-là de relevance, d'importance pour nos intérêts en tant que personne. Ce sujet, il a toujours à mériter une évaluation considérant la possibilité de la psychopathologie. Médiumnité, c'est un thème, un sujet qui, depuis le 19e siècle, mérite quelques critiques. Il a été institué au début par le chercheur de la nouvelle parapsychologie comme un thème qui parlait nécessairement de maladies. Nous voyons donc que les théories de la dissociation mentale et des automatiques et Pierre Janet ont été les plus adoptées par les psychiatres pour expliquer la médiumnité. Son livre Automatisme psychologique traite de ce sujet. Sur la médiumnité, Janet nous dit, vu comme une manifestation inférieure de la psyché humaine, il défendait que la médiumnité, disait que la médiumnité est un symptôme et non comme une cause. Donc, l'œuvre là de Pierre Janet qui étudie le sujet. La question de la médiumnité, de la possibilité, l'existence d'un univers transpersonnel, d'un univers parallèle était nécessairement disconsidérée parmi les scientifiques, parmi ces études. Dans ces études, nous voyons aussi un psychologue suisse, Théodore Flournoy, l'un des pionniers de la recherche psy et de la psychologie de la religion. Il admettait aussi que le médium aurait la capacité d'obtenir des informations par d'autres moyens que le sens, à l'usage du sens, bien qu'elles furent présentées comme ayant pour origine les esprits des morts. Il faisait référence à une possibilité différente dont Janet situait le sujet éminemment comme quelque chose inférieur et intérieur du psychisme du patient. Le psychologue suisse considérait la possibilité d'une communication non locale comme une hypothèse explicative pour ces situations que nous venons de décrire. D'autres médecins français ont continué cette tradition psychopathologique dans le XXe siècle. Et sont plusieurs, mais n'est pas intéressant citer chacun parce qu'on a le temps qui est court, mais on peut parler de Ballet. En 1913, Binet, quand il parlait de la dissociation des médiums, pouvait devenir une psychose hallucinatoire chronique grâce à la pratique habituelle de la médiumnité et l'influence des prédispositions individuelles et spécifiques. Donc, dans cette considération,
il est encore posé l'hypothèse, comme plusieurs d'autres auteurs d'ailleurs, que l'exercice de la médiumnité, si poussé, pouvait amener à la personne à une pathologie plus grande, à rendre encore plus malade la personne. Au Brésil, au début du XXe siècle jusqu'aux les années 50, il était très forte l'idée que l'exercice de la médiumnité pourrait amener à la folie. Et nous allons voir dans la continuité du travail que nécessairement cela ne s'agit pas d'une réalité. Sigmund Freud a été l'un des représentants de cette pensée au fur et à mesure qu'il affirmait que la religion causait des symptômes névrotiques et même des symptômes psychotiques. En 1900, Futur d'une illusion, religion, il disait, religion, ce serait la névrose obsessive et universelle de l'humanité. Donc, jusqu'à ce moment-là, nous avons une classification où la médiumnité, ou n'importe quel sujet qui fasse référence à la médiumnité, c'était synonyme de pathologie. Quelle est la relation entre schizophrénie et médiumnité? La médiumnité conduit à la psychose. Médiumnité est une expression de santé ou de maladie. Comment différencier les expériences médiumniques ou spirituelles normales avec des symptômes psychotiques ou schizophréniques? Moi, je vous pose une question. Est-ce que ces deux individus ont une même pathologie? Est-ce qu'il s'agit d'une même situation? Un exemple d'un Dalai Lama, d'une personne qui est dans cette réalité à côté? Est-ce qu'on peut comparer l'univers d'un schizophrénique, de quelqu'un qui a une pathologie grave, à un exemple d'un Jésus-Christ, par exemple? Est-ce que Jésus-Christ, il voyait des esprits, parlait avec les esprits, parlait avec Dieu, faisait des miracles dans la conception psychiatrique? Comment cela pourrait être considéré une indication, un indice de maladie mentale? Mais en réalité, nous posons la question, est-ce qu'il s'agit d'un même profil psychologique? Est-ce que les conséquences pratiques dans la vie de ces individus, sous le point de vue des conséquences culturelles, sociales et même de l'impact historique, est-ce que nous pouvons dire qu'il s'agit du même phénomène? Bien. D'autres auteurs, modernement, commencent à faire une relation de la médiumnité avec la santé, mais d'une façon plus actuelle. Et certains changements ont commencé à apparaître dans le domaine de la santé mentale en 90. Des recherches systématiques ont commencé à démontrer que des personnes religieuses n'étaient pas toujours névrotiques, instables, et que des individus qui avaient la foi et une profonde religiosité, en réalité, ils vivaient mieux le stress de la vie et sortaient plus rapidement de la dépression, présentaient moins d'anxiété et d'autres émotions négatives que les personnes moins religieuses présentent. Donc, la comparaison, nous avons déjà cité le docteur Harold Cain. Les personnes modernes montrent que ces indicateurs, du point de vue actuel, ne confirment pas les prémices historiques de considération de maladies par rapport à la médiumnité, qui font référence à la médiumnité, à la religiosité et à la spiritualité. D'autres auteurs aussi, je parle seulement je laisse une liste pour vous, là. Au Brésil, à São Paulo, l'État de São Paulo, dans l'Institut de psychiatrie de l'Université de São Paulo,
le docteur Alexandre Almeida, en 2004, a réalisé des études relatives à l'évaluation de la santé mentale des personnes classées comme des médiums spirites. Le docteur Almeida, il a fait un entretien très intéressant avec un groupe de 115 médiums spirites dans la ville de São Paulo, appliquant SIRQ 20, que c'est l'échelle d'adéquation sociale, d'équilibre social. 7,8% de ces sujets étaient psychopathologie, n'avaient pas de psychopathologie avec des sujets normaux. Du groupe de 115 médiums, ils présentaient une basse condition de troubles mentaux et d'autres avec... Attendez. Donc, la médiumnité, au moins, du mouvement spirit brésilien, n'est pas en association avec les troubles mentaux, troubles de personnalité et même des difficultés d'adaptation sociale. Ici, voyez, vous pouvez voir l'étude, là. Le docteur Almeida, sa thèse de doctorat à l'Université de São Paulo, quand il a présenté ce thème en rapport à la phénoménologie des expériences médiumniques et le profil psychopathologique des médiums spirites. Quel est le concept spirit de la médiumnité? On va utiliser le concept d'Allan Kardec. Dans sa définition, médium, qui est moyen, c'est intermédiaire, personne que peut servir d'intermédiaire entre les esprits et les hommes. Dans une définition plus étendue, il nous dit tous ceux qui, dans n'importe quel degré, l'influence des esprits est médium. Et cette faculté, elle est inhérente à l'homme. On peut dire que nous sommes tous plus ou moins médiums. Donc, Kardec fait référence ici à cette sensibilité en général que nous en avons tous et que nous sommes capables de nous apercevoir dans cette communication non locale que les expositeurs ont fait référence. Nous avons tous capacité de percevoir quelque chose. Nous ressentons une personne qui s'approche de nous. Nous avons tout de suite une sensation, si elle est agréable, si elle est désagréable. Parfois, nous avons même la capacité de percevoir des sensations plus fortes. Cette hypersensibilité subtile serait, dans cette définition, une caractéristique de médiumnité, de sensibilité, dans un concept plus étendu. Mais dans une définition plus restricte, Kardec dit, toutefois, usuellement, nous parlons seulement, nous qualifions tous des médiums ceux qui ont des qualités bien définies, une certaine densité. Vous pouvez lire la définition. Nous citons ici un exemple qui a été déjà dit par Marlène Nobre, l'exemple du médium brésilien Chico Xavier, qui est déjà désincarné, mais qui pendant le XXe siècle, il a été un médium qui a écrit plus de 400 œuvres, 400 livres, psychographies, de contenus divers, de plus variés thèmes scientifiques, philosophiques, culturels, ayant écrit
Cette œuvre, en 1945, Missionnaire de la Lumière, et je vais vous attirer l'attention que Chico Xavier était un individu qui n'avait pas de formation supérieure. Il a fait l'école primaire seulement. Son ambiance, son milieu de vivre, une petite ville de l'intérieur de l'État de Minas Gerais, dans un local très pauvre, sans beaucoup de possibilités de recevoir des informations. Et ces connaissances scientifiques sont d'extrême profondeur, et que nombreuses de ces connaissances qu'on voit dans son œuvre sont à peine récemment en train d'être découvertes et considérées par la science actuelle. Donc, sans aucun doute, l'individu qui n'a pas une information et la connaissance, comment peut-il générer, écrire une œuvre de tant de profondeur, de niveaux d'information si profonds dans le domaine de la science? Et ça va être Chico Xavier qui va faire référence dans cette œuvre missionnaire de la lumière. Là, on va trouver les orientations pour l'esprit. Il reçoit ce livre par psychographie. Dans le deuxième chapitre de ce livre, il s'appelle Épiphèse, ou bien la glande pinéale. Il va dire déjà que la glande pinéale, elle gouverne le monde des émotions. Elle a le commandement, la direction des forces. Elle contrôle tous les systèmes endocrines et qu'elle est le résumé de la glande mentale, la glande de la médiumnité. Donc, le local, la structure physique cérébrale la plus importante pour le phénomène médiumnique. Donc, nous rappelons que c'était à peine en 1958 quand il a découvert l'hormone de la mélatonine. Nous allons voir maintenant la vision spirit des désordres mentaux. Revenons à Allan Kardec. Il nous a dit, la folie a pour origine un état pathologique du cerveau, l'instrument de la pensée. L'instrument étant désorganisé, la pensée est altérée. Kardec considérait donc déjà l'existence donc de perturbations mentales dans ses aspects organiques. La doctrine spirit n'a jamais dit que les maladies mentales n'existaient pas et que tout était la médiumnité. Kardec faisait déjà référence au fait que les perturbations mentales, donc il parlait de ça dès le 19e siècle. La folie est donc une conséquence et qui a pour cause première une prédisposition organique du cerveau qui le rend plus ou moins accessible à certaines impressions. Ceci est tellement réel qu'on rencontre des personnes qui réfléchissent excessivement sans devenir folles, alors que d'autres deviennent folles sous l'influence d'une excitation inférieure, une petite excitation. C'est la même chose pour la médiumnité, où l'exercice de n'importe quelle tâche qui demande de la concentration mentale, comme les mathématiques, peuvent générer des perturbations chez une personne qui a déjà une prédisposition à un déséquilibre mental. C'est donc pas la médiumnité qui génère le déséquilibre, c'est le déséquilibre qui existe déjà chez la personne sous la forme d'une prédisposition, qui, devant une stimulation externe, pourra engendrer cette instabilité. Il y a aussi un avertissement concernant l'erreur de se référer excessivement à l'étiologie spirituelle. Et Kardec a fait bien attention de dire que on a souvent considéré comme des possédés
et des épileptiques ou des fous, des personnes qui avaient plus besoin d'un médecin que d'un exorcisme. Et donc Kardec avait déjà souligné cette euphorie qui consistait à considérer que toutes les maladies mentales ne seraient que des processus de perturbation spirituelle. Il a maintenu le bon sens de nous prévenir que ce sont des phénomènes distincts, donc matériels et spirituels. L'interaction corps-esprit, en considérant la relation corps-esprit, le spiritisme adopte une position dualiste, interactive, interactionniste, c'est-à-dire que l'origine du mental est un esprit qui est indépendant du corps, mais qui, pour se manifester, pendant qu'il est incarné, a besoin d'utiliser ce corps. Le corps et l'âme s'influencent donc mutuellement, et bien qu'il y ait une suprématie de la volonté de l'esprit. Dans la conception spirit, nous avons tous une dualité, l'esprit et la matière, mais pas une dichotomie, pas une séparation. Ce sont des univers qui se communiquent et qui interagissent l'un sur l'autre d'une forme dynamique. L'esprit agit sur le corps et le corps, de son côté, agit sur l'esprit. Il y a néanmoins une prédominance de la structure spirituelle qui est ce qui constitue proprement notre identité. Notre identité qui est donc spirituelle. Nous allons voir maintenant le cas des obsessions spirituelles. Le spiritisme ne nie pas les causes sociales et biologiques des désordres mentaux. Cependant, il leur donne une autre origine possible qui sont les obsessions. L'obsession, c'est l'action persistante qu'un mauvais esprit exerce sur un individu. Et dans cet univers parallèle, l'existence d'esprits désincarnés, et ces esprits ont la possibilité d'agir sur donc le mental ou sur l'esprit de l'incarné. Et Kardec dit aussi qu'un jour, l'obsession sera rangée parmi les causes pathologiques, comme l'est aujourd'hui l'action des animalcules microscopiques, dont on ne soupçonnait pas l'existence avant l'invention du microscope. Je pense que Allan Kardec a été bien inspiré donc de considérer le monde de comparer donc le monde des désincarnés avec les microbes qui étaient microscopiques. Et pendant longtemps, on a nié la possibilité des infections parce qu'on ne pouvait pas voir les agents microbiens. Aujourd'hui, c'est pareil, les studieux, ils ont du mal Aujourd'hui, les scientifiques comprennent que ces éléments microscopiques peuvent gérer donc la tuberculose, la pneumonie et d'autres infections variées, montrant ainsi l'importance de ces petits agents qui ne devraient même pas exister, parce qu'on ne les voyait pas à l'époque. Mais c'est pareil pour les esprits, on ne les voit pas, et c'est pas parce qu'on ne les voit pas qu'ils n'ont pas un rôle important qu'il faut considérer. C'est comme si c'était des infections d'une autre nature. Les microbes agissent sur la nature physique, les esprits agissent sur la nature psychique. Le microscope montre les microbes et la médiumnité montre les esprits et constitue donc un instrument d'évaluation que nous avons à notre disposition pour évaluer donc cet autre univers par l'intermédiaire des propres médiums. Nous revendiquons donc
la possibilité de l'étude de l'esprit au sein même des méthodes scientifiques, parce que nous parlons donc d'une possibilité scientifique qu'il faut prendre en compte, parce que si la science se ferme sur elle-même et laisse à l'écart l'opinion des autres, elle n'est plus une science, mais devient un simple courant dogmatique, comme le sont certaines religions. Kardec fait une étude détaillée sur les altérations de la perception en proposant 3 hypothèses. Alors, on va passer rapidement sur l'hypothèse de l'imagination, qui est une distorsion d'une perception réelle. L'hallucination, elle, il s'agirait d'une perception sensorielle interne, la vision respective par l'âme des images empreintes dans le cerveau qui se produisent souvent dans l'état de maladie. Elle serait déclenchée par un éloignement partiel de l'âme de son corps physique, ce qui faciliterait la perception de ces impressions cérébrales. Et il y a la 3e hypothèse, donc c'est les apparitions ou les visions véritables, qui seraient le fruit d'une perception réelle des esprits. La différence entre de celle-ci par rapport aux 2 perceptions précédentes, c'est que les apparitions donnent des informations inconnues par l'individu et qui peuvent être confirmées a posteriori. C'est-à-dire, si je suis halluciné, je pourrais vous dire, il y a un enfant qui pleure en dehors de cette salle, loin d'ici, alors qu'il n'y a aucun enfant qui pleure là. Donc c'est une pure création de mon esprit ou une hallucination au niveau des perceptions. Par contre, si je dis, il y a un enfant qui pleure à 100 mètres d'ici, ou un habit bleu dans un endroit donné, et que vous puissiez aller à cet endroit précis pour voir qu'il y avait effectivement cet enfant avec son habit bleu, c'est plus une hallucination, mais c'est une perception d'une réalité. Et donc, ce sont des choses qui sont bien différentes. Nous allons voir donc de façon plus objective quels sont les aspects qui différencient la schizophrénie de la médiumnité. Donc, on va commencer par la médiumnité. La schizophrénie, pardon. Donc, il y a une symptomatologie large, comme par exemple l'isolement autiste, l'agressivité, des impulsions non contrôlées, des comportements à risque ou préoccupants, tentatives de suicide, refuser de manger ou de boire pendant de longues périodes et négligence de l'hygiène. Donc, c'est une étude Stanislav Grof, un psychiatre américain. Mais on peut voir aussi que la schizophrénie présente des antécédents familiaux de troubles mentaux. Il y a aussi un appauvrissement et une détérioration de la personnalité, comme on l'a déjà dit. Peut aussi y avoir la présence de symptômes classiques de la schizophrénie, comme les hallucinations, principalement des hallucinations auditives, des complexes de persécution et de méfiance envers les autres. Il y a des perceptions sensorielles corporelles qui sont senties comme des perceptions objectives externes, une incapacité de considérer ce processus comme intrapsychique, c'est-à-dire l'individu ne reconnaît pas ce qui se passe au-delà de son esprit et il croit vraiment qu'on parle de mal de lui ou qu'on le poursuit continuellement. Le contenu du processus est désorganisé et incohérent et sans direction de développement. Comme c'est l'exemple dans le cas de la schizophrénie, donc la désagrégation de la pensée. Et l'autre exemple dans la schizophrénie, c'est l'autisme,
l'affection isolée, des dérèglements sociaux graves et persistants ou psychiatriques antérieurs. Et comme on peut le voir aussi qu'il y a des antécédents familiaux. Il y a aussi des expériences de longue durée et la personne continue à montrer des symptômes de perturbation. Ah, je l'entends plus là. Je l'entends plus. Microphone. Il doit y avoir une panne dans le micro. Je l'entends plus. Oui. Ah, un pouco melhor, assim. Ouais, c'est bon. C'est bon. Ok. Dans le cas de la médiumnité, les informations ont une plus grande cohérence. Elles apportent des données inconnues par le médium et permettent d'identifier des entités spirituelles qui sont confirmées par des tiers. Avec le développement et l'éducation de la médiumnité, il y a un manifeste enrichissement de la personnalité qui donne des effets bénéfiques dans la vie du médium. Les médiums, dans leur vie normale, en dehors du phénomène médiumnique, sont des personnes tout à fait normales. Les perceptions sensorielles sont reconnues comme subjectives. Et on peut se rendre compte de la nature du processus. Il y a des séquences cohérentes de souvenirs et du déroulement du processus. Il se produit des synchronicités évidentes pour les autres. Il y a une adaptation sociale et psychique correcte, sans historique psychiatrique grave. Le vécu est normalement épisodique. Le phénomène médiumnique peut aussi être réprimé par des neuroleptiques, des médicaments antipsychotiques. Parce que la médiumnité, il passe quand même par un substrat organique, notamment l'épiphyse et les manifestations cérébrales. Et donc, les médicaments ont une action sur ces mécanismes. Mais ces médicaments n'apportent pas d'amélioration ou de bénéfice si le cas est purement médiumnique. Et souvent, donc les cas de médiumnique, les schizophrènes peuvent avoir une médiumnité associée. Et il y a certaines médiums qui sont obsédés qui peuvent ressembler à des schizophrènes. Donc il existe la schizophrénie, il existe la médiumnité et il existe les deux associés. Notre travail en tant que psychiatre est plus important qu'on le pensait jusqu'à il y a peu. Il ne suffit pas de donner des médicaments, même si ces médicaments représentent un grand progrès dans la médecine, mais il faut comprendre le processus dans son ensemble, qui comprend également donc la question et le sujet de la spiritualité. J'espère que dans ce petit résumé du sujet, j'ai pu vous donner une bonne indication sur ce thème qui est vaste et je vous remercie pour votre attention. Merci, M. Sergio da Silva Lopez, pour cet exposé assez